Merci, c'est le groupe MGM. Des résidents du centre de Kerpap avaient manifesté leur désir de créer eux aussi leur propre foyer. Dans ce but, celui de l'Anester, où j'étais animateur, avait organisé dans ses locaux une rencontre-débat autour du handicap, en invitant quelques-uns d'entre eux à y participer en présence du docteur Brien, alors directeur de l'établissement. On nous avait dit que les jeunes de Kerpap étaient des IMC. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là. IMC. Ça sonnait un peu comme un gimmick, un peu comme IBM, quoi. Quand je les ai vus descendre du bus, ces jeunes de Kerpap, avec leurs fauteuils, leur lit roulant, leur déambulateur, j'ai cru que IMC signifiait imbécile majeur congénital. Ou quelque chose du genre. En tout cas, des gens pas normaux, quoi. Des demeurés, plutôt. Il y en avait une dizaine qui descendaient du bus. J'en ai retenu trois prénoms. Il y avait Jean-Claude, comme toi, IMC. Isaac, qui était myopathe. Et celui qui me semblait le plus excité. Vous voyez de qui je cause. Un certain Gilda. J'ai écouté avec une attention très particulière le docteur Brien expliquer qu'un IMC était un infirme moteur cérébral. Mais que l'infirme en question possédait un cerveau qui n'était pas percé de trous comme le gruyère de ceux qui n'en ont plus de cerveau. Un cerveau avec toutes ses facultés mentales. Ce n'était comme pas ce que je me disais, ce que ma mère appelait à l'île de Groix des portières Lazare, des pauvres chers, des bredins, des innocents de village. Non, ils étaient tout à fait normaux. Ces gens de la France profonde que l'on regardait un petit peu de travers. C'est ainsi que j'ai découvert que les IMC n'étaient pas plus cons que nous. Les IBM. Le fameux Gilda en question était un rebelle. Vous le savez, ça, puisque vous êtes là. Qui n'aimait pas qu'on dispose d'un petit bout de son cerveau. Non pas pour lui vendre du Coca-Cola, je crois qu'il n'aimait pas ça. Mais pour y greffer des idées qui n'auraient pas été en harmonie avec les siennes. C'était à mes yeux un IMC anard. Joli, un IMC anard. Et c'est pour ça que nous sommes devenus amis. Quand je dis amis, c'est pas pote, hein. C'est pas copain. C'était amis. Compagnons de vie, si vous voulez. Sur lesquels nous avons bourlingué de conserve. Moi avec mes jambes, lui avec son fauteuil. Et tous les deux avec nos cerveaux, demeurés rebelles aujourd'hui encore. Et du vin, on en a bu, hein, Gilda? On en a bu, là, quand on a souvent trinqué tous les deux. Même quand il buvait un coup de trop, je lui disais qu'il avait du pot, parce qu'avec son fauteuil, au moins, il avait moins de chances de se casser la gueule que moi. C'est vrai, je l'entends encore rire. Moi, je sais, c'est de l'humour, peut-être un peu noir, mais c'est de l'humour. Et je sais que c'est cet humour dont nous avons eu besoin pour tisser ces liens indéfectibles de notre amitié. Je l'entends encore rire. Écoutez comment il a un rire incalculable. Il vient spontanément. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait qu'il rigole. Bon, ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'avais fait, il y a plus de 35 ans, un sketch sur les handicapés physiques qui le faisait rire à gorge déployée. Voilà. C'est dans ce sketch que je lui disais qu'il avait une veine incroyable, car il n'était pas obligé de faire la queue debout s'il allait à Lourdes. C'est moins fatigant quand même. Et qu'il y avait autant de chances qu'un météorite tombe sur la queue d'un chien dans le désert de Gobi, qu'un handicapé plongé avec son fauteuil dans l'eau miraculeuse de la grotte en sorte avec des roues toutes neuves. Non mais c'est vrai, on a souvent ri ensemble, Gilda. Hein, on a rigolé. On a crevé notre ventre de rire, comme on disait. À une époque où, avec tes copains de Kerpap, vous vous batailliez dur pour être reconnus comme des citoyens à part entière. Les deux cinémas de l'époque, on a oublié ça. Le Royal, le Rex, leur était interdit
car inaccessible. Et vous, du cinéma, vous en voulez du cinéma qu'on leur disait? Ben vous n'avez qu'à le faire. Ils en ont fait du cinéma. Hein. Je peux vous dire que j'en ai fait avec eux du cinéma. On a pétitionné, on a dénoncé, on a râlé, on a gueulé. Certaines villes commençaient à prendre conscience dans les années 70 déjà des galères qu'étaient les rues, les appartements, les lieux de loisirs et de culture pour les handicapés que l'on avait appelés longtemps des paralytiques. À Rennes, par exemple, avec Gilda, on avait appris que la ville de Rennes mettait à la disposition des handicapés des sanisettes. Alors je disais à Gilda, arrête de gueuler, arrête de te plaindre si tu as envie de pisser, alors on va pisser à Rennes, on est content. Mais c'est vrai, ils nous emmerdaient, c'est vrai. Arrête de râler, merde, tu passes ton temps à gueuler. Les paralytiques disposaient alors d'une association, l'APF, l'Association des paralysés de France. Je t'entends jubiler. La dénomination seulement de APF le faisait bondir de son fauteuil. On aurait cru qu'il sortait de la grotte, dis donc, c'était terrible. Ça le faisait bondir, mais c'était incroyable. Gilda ne voulait pas être plus paralytique que moi, ni que vous. Il voulait être, lui, un être humain, banal, un homme ordinaire, combien même n'est-il toujours pas facile à comprendre. Je n'ai d'ailleurs jamais fait semblant de comprendre. Quand j'entravais avec Quick, à ce qu'il me disait, je lui demandais de répéter. Et je l'engueulais parfois. Je lui disais, fais un effort, bon Dieu, je comprends rien à ce que tu dis. Il m'en a jamais voulu pour ça. Et c'est pour ça, et autour de ça, que s'est forgée notre amitié. Heureusement qu'avec l'arrivée de Marie-Claude dans la vie, les choses sont devenues plus faciles. Pour nous, mais pas pour elle. L'association départementale de l'APF tenait son assemblée générale à Vannes cette année-là. Il me demande si je voulais bien lire un texte qu'il avait écrit. Il m'informa qu'il souhaitait me le donner au dernier moment afin que je découvre moi-même en le lisant. Putain, je me suis dit, non, je voudrais le lire avant. Mais non! Je ne sais pas s'il a gardé ce libelle, écrit il y a donc plus d'un demi-siècle. Mais le discours était sans concession, sans ambiguïté, sans détour, qui dénontait cette charité, cette pitié dont il n'avait que faire, réclamant des choses concrètes pour que tous les IMC de France et d'ailleurs puissent vivre dignement, comme tout le monde. En lisant ça, en même temps que je découvrais en lisant les mots qui étaient les siens, je voyais devant moi le public, bonne dame de paroisse, gentilhomme de bonne volonté se liquéfier, pas lire, se déliter, s'aplatir au fond de leur chaise. Et moi-même, je me délitais aussi en disant, mon Dieu, merde, le salaud, il aurait quand même pu me prévenir. C'est tout ce que là, c'est vrai tout ce qu'il dit que je me disais. Mais il aurait pu me le dire avant, tu voulais dire tout ça quand même. Dire encore, dire toujours, jamais cesser de dire. Et pour que cela soit plus facile, même si c'est Marie-Claude qui utilise la machine des mots, écrire, écrire, écrire. Écrire une volonté qui n'a jamais cessé depuis tant d'années de l'animer, depuis ces années d'enfance à Langonette. J'écris. Et si vous ne me comprenez pas, eh bien tant pis. Parce que quand je parle, si vous ne me comprenez pas, alors lisez-moi. Et s'il faut que je le répète, j'écrirai encore. Alors, le mieux, c'est d'écouter Gilda dans cette soirée. Gilda a fait l'effort d'écrire, et donc nous allons, quelques-uns, faire l'effort de lire Gilda. Et donc, on va vous proposer 3 extraits, lus par des amis de Gilda. Le jour de mon arrivée dans cette chambre de Silly, les enfants qui sont hospitalisés là pour des coxalgies, pour des maux de dos, sont étonnés de voir un être qui parle, qui n'articule pas, à qui on donne à manger. Leur étonnement se traduit parfois par un refus de m'approcher. Ils ont peur d'attraper ma maladie, disent-ils d'entre eux. Au fil des jours, ils s'intéressent à moi, cherchent à me parler et au bout de plusieurs mois, écoutent ce que je dis. Ces enfants de 7 à 12 ans ne sont pas indifférents. Cependant, ils hésitent à m'adresser directement la parole, à me prêter leurs jouets ou à m'inviter pour participer à leur jeu.
Ils ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de moi. Le personnel, quant à lui, prend assez vite l'habitude de me faire manger, de faire mon lit le matin et puis de m'y attacher comme un petit chien. Je parviens parfois à déchirer le corset, petite camisole de tissu. Je subis ainsi le régime appliqué aux enfants agités, qui s'amusent à descendre de leur lit ou qui défont les draps pour passer le temps. Le docteur Briens, médecin-chef du sanatorium, cherche à savoir ce qu'il peut faire avec moi. Je suis le premier IMC, infirme moteur cérébral. À l'époque, j'ai une maladie. Le mot handicap n'est pas encore utilisé dans le jargon médical. Dans la région parisienne, un professeur, le docteur Tardieu, parvient à discerner les personnes atteintes de mon handicap des autres, ayant des troubles mentaux ou de comportement. Ainsi, au fil des années, nous serons de plus en plus nombreux à être rééduqués, scolarisés. Il n'est pas dans mes habitudes de me confondre en hommage. Je laisse ce genre de cérémonie à d'autres. Cependant, c'est avec émotion que je mentionne le nom de ce médecin, parce qu'il a toujours cru à ce qu'il faisait et qu'il a tenté le maximum pour me rééduquer, avec des moyens de fortune, en dépit d'un environnement incrédule. À l'époque, 1957 et 1958, les enfants qui doivent rester couchés en classe dans leur chambre, une institutrice vient au pavillon pour les instruire. Évidemment, cette institutrice est désemparée devant cet élève qui ne prononce que des sons rauques. Certes, elle me demande comment je vais, si je n'ai besoin de rien. Seulement, elle est persuadée que je suis incapable d'apprendre quoi que ce soit. Pour tout le monde au sanatorium, une chose est certaine, je ne saurais jamais ni lire ni compter. Mon aspect physique induit ce jugement. Dans les esprits de tous, je suis sans avenir. Cette institutrice tombe malade et est remplacée par celle qui fait d'habitude l'école des valides. Elle a d'abord la même attitude envers moi que sa collègue. Cependant, lorsqu'elle distribue les livres de lecture, elle m'en confie un. Ce geste banal pour les autres me fait plaisir. Ce geste me met sur le même pied d'égalité que les copains. Un jour, une élève lit au tableau. Elle bute sur un mot. L'institutrice est surprise lorsque je dis de mon coin « Je sais, moi !»« Lis donc, Gilda !» me répond-elle. Le mot écrit au tableau, c'est « qui ?» À partir de ce moment-là, Madame Gétin comprend que je peux photographier et retenir des mots. Alors, chaque jour, elle me consacre un moment pour m'enseigner quelques lettres, comme elle le ferait pour n'importe quel élève. Elle s'aperçoit vite que je peux apprendre à lire. Madame Gétin m'a sauvé de l'ignorance et m'a ouvert toutes grandes les portes de l'avenir. Bon, Gilda a été émue, moi aussi. Moi aussi, parce que c'est vrai que quand maman s'est rendue compte que Gilda était intelligente et qu'on l'avait laissée en jachère si longtemps, elle arrive à la maison absolument bouleversée. Et nous, moi, mes frères et sœurs, on ne s'intéressait pas trop aux enfants qui étaient à Carpap. On avait notre vie d'écoliers, nous en dehors. Et ça nous a vraiment beaucoup marqué parce que maman s'est intéressée à lui, puis papa aussi, avec cette histoire de machine à écrire. Et je voudrais préciser que le manuscrit de ce livre-là, Gilda, c'est un tapuscrit de Gilda, c'est-à-dire c'est le seul livre qu'il a écrit lui-même, tapé lui-même à la machine, et que j'ai retrouvé dans mes affaires. Alors ça s'appelle « Les rouages de l'infantilisme ». Le lecteur pensera peut-être que ce chapitre fourmille de trop de détails, mais parfois c'est l'accumulation de détails qui éclaire le mieux une situation. Lorsqu'un nouveau membre du personnel prend son poste au foyer, on lui demande d'abord de m'aider à manger. Ses collègues prennent bien soin de l'avertir de mon mauvais caractère. En revanche, ils omettent de lui montrer comment on peut m'aider réellement et obtenir ma coopération. Il suffit de me demander simplement ce dont j'ai besoin. Au contraire, ils attendent que les maladresses de leurs nouveaux collègues me mettent en colère. À plusieurs reprises, je parle de ces incidents au directeur. Il me fait comprendre qu'il n'y peut rien et essaie de minimiser ces accrochages qui consolident ma réputation de cas difficile. À partir du moment où un résident est nourri, peu importe la manière dont on s'y prend pour lui essuyer la bouche, lui couper sa viande ou pour lui donner une cuillerée de soupe, il est pourtant si simple de demander à l'intéressé comment l'aider. Mais on prendrait ainsi le risque de le considérer comme une personne
personne à part entière et de devoir le respecter en tant que tel. Il sortirait de son statut de malade permanent à qui on peut imposer, pour son bien, tout ce qu'on veut. Au foyer, c'est un détail bien sûr. Lorsqu'un membre du personnel pénètre dans notre chambre, il le fait sans demander l'autorisation. Le résident n'a même pas le droit de s'y opposer, même s'il reçoit des amis. Pour circuler en fauteuil roulant en ville, on a besoin que l'accès aux bâtiments publics et aux magasins soit aménagé. Un jour, avec un ami qui habite partout, nous décidons de repérer et de photographier les endroits non accessibles aux fauteuils. Je fais part, maladroitement, de cette idée au directeur qui s'inquiète et m'explique que ce procédé pourrait déranger les gens. Il pense que la réputation du foyer pourrait en pâtir. Quelques années plus tard, alors que l'accessibilité devient un thème à la mode, son bras droit lance des opérations à Parthenay devant les caméras de FR3, évidemment entouré de quelques résidents. Bien souvent, les mots ont plusieurs sens et chacun de nous peut, selon les circonstances, leur attribuer une définition différente. C'est le cas du mot autonomie, que l'on reconnaît comme une qualité nécessaire et une inspiration humaine légitime, mais qui apparaît à d'autres moments comme une menace pour l'ordre des choses. Pour moi, une personne est autonome quand elle a la possibilité d'exprimer, puis de concrétiser ses volontés. Volonté de se déplacer, de s'affirmer, d'écouter, de proposer. Volonté surtout de ne pas se laisser dominer par des mécanismes sociaux ou par des ambiances comme celles que j'ai déjà décrites. Pour acquérir et conserver son autonomie, il faut veiller à ne pas s'habituer à un confort douillet qui incite à se contenter de ce qu'on a obtenu. Les conditions de vie des personnes handicapées évoluent, elles aussi, lentement, très lentement. Et en revenant en Bretagne, au mois de juin 1977, j'ai bien l'intention de m'engager pour contribuer à l'amélioration de la vie des handicapés en vivant moi-même un citoyen engagé et autonome. L'anecdote que je voulais citer, je vais juste dire ça, concernant la manifestation des personnes handicapées devant le cinéma Zen, il y avait le groupement de personnes handicapées devant la salle de cinéma, et le film qui passait, c'était Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a un peu plus de 8 jours, dans cette même salle, à la place où se trouve aujourd'hui Gilda, il y avait Joseph Pontus qui présentait son livre à la ligne. Le combat mené par Gilda pour, disons, l'accès à l'autonomie et en même temps je dirais à l'égalité purement et simplement, hein, en tant qu'homme et que citoyen avec les autres citoyens de ce pays. Hein. Ce combat, à mon avis, mérite d'être soutenu, pas seulement au nom de, disons, des scrupules moraux que peuvent nous procurer le fait qu'ils ont effectivement un handicap, comme on dit. Mais il mérite d'être soutenu parce que je crois qu'il est exemplaire pour beaucoup d'autres gens qui ne sont pas handicapés. Et en particulier pour les travailleurs
dont Joseph Pontus décrit la situation aux abattoirs Bigard et l'usine Capitaine Watt de la Nestlé. Gilda a terminé d'écrire ce livre en 86, mais 3 ans plus tard, il était conseiller municipal de cette ville, et pendant plus de 10 ans, pendant même davantage que ça, il a participé donc à la gestion municipale, et il n'a pas été simplement dans cette fonction un défenseur des droits des handicapés. Il a été un défenseur des droits, je dirais, de l'homme et du citoyen, et je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut appuyer et soutenir le combat qu'il a mené et ceux qui restent à mener, et pas seulement pour les handicapés. La manifestation ont réglé le problème Il remercie Jean-Pierre et il dit que lorsque la majorité des gens auront compris ce genre de choses, que je ne répète pas exactement, mais voilà, les choses auront changé. On n'est pas uniquement voilà, handicapé et qu'il faut aussi s'impliquer. C'est dans le sens, c'est ce que tu disais, j'imagine. Ah oui, il faut s'impliquer dans d'autres problèmes que ceux qui nous concernent. Donc je vais parler, mais c'est Marianne, c'est pas moi. Le livre de Gilda Triftin a tout d'une biographie ou d'une histoire de vie. Et c'est vrai, parce que c'est de lui et de Marie-Claude, sa compagne, dont il parle. Quand la proposition a été faite à Histoire ordinaire de publier « Si vous ne m'avez pas compris, faites-moi répéter », je l'ai lu et cela m'a sauté aux yeux. Ce n'était pas une autobiographie, mais bel et bien un livre d'histoire que j'avais entre les mains, avec l'intuition que des livres qui retracent les luttes pour les droits des personnes en situation de handicap par quelqu'un qui les a vécus, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Mes recherches sur Internet l'ont confirmé. On y lit par exemple que le domaine des luttes politiques pour les droits des personnes handicapées au XXe siècle reste encore largement inexploré. Au Canada, ou dans les pays du nord de l'Europe, émerge dans les années 70 la volonté de créer des groupes militants. Ils mettent en place un front de défense qu'ils ne veulent plus chapeauter par un parent ou un professionnel, mais par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il y a un irréductible breton qui revendique dans ces années-là. Un breton qui déjà jette sur le papier ses luttes
pour le respect des droits. En plus, il rencontre son double féminin, Marie-Claude, et à eux deux, ils font la paire. Gilda et Marie-Claude sont transformés par leur combat, tout comme ils nous transforment. Ils ne sont ni victimes ni héros, ils ne suscitent ni compassion ni admiration, ils sont eux-mêmes et nous ouvrent les portes d'une autre connaissance des personnes en situation de handicap. Ce livre est un livre rare et utile, car il servira de référence aux chercheurs. Il aidera les travailleurs sociaux à comprendre différemment leur métier, et il pourra aider les partis politiques, les syndicats et les associations à éduquer, à écouter leurs revendications et leurs propositions. Il est surtout pour nous un outil relationnel. Je m'explique, tout est dans le titre. Si vous ne l'avez pas compris, faites-moi répéter. Gilda, le jour où tu m'as dit de ne pas hésiter à te faire répéter si je ne comprenais pas, j'ai pigé que le plus important, c'était d'entrer en relation avec toi et d'en trouver la voie. Marianne dit, j'ai bien appris l'anglais, alors pourquoi ne pas apprendre la langue de Gilda? On peut regarder les humains avec leurs ressemblances et leurs différences. Quelque chose qu'on ne fait pas souvent, c'est de regarder les ressemblances, c'est-à-dire ce que nous avons en commun. Ce qui fait notre force à toutes et à tous, ce soir, c'est notre énergie à vaincre les obstacles à l'égalité. Ton livre, votre livre, va devenir le nôtre pour être encore plus engagé. Signé, avec toute notre amitié et nos félicitations, Marianne Divet et Michel Rouget. Je crois que Gilda, il y a une grande différence, c'est que maintenant tu n'es plus handicapé, tu es retraité. Différemment. Non, t'as pas changé, hein. Il y a 50 ans, t'étais en fauteuil, t'es toujours en fauteuil. Alors je repose celui-là alors.
j'ai reposé celui que j'avais pris. Hein.